Bon, je suis à Mexico, tout le monde est au courant maintenant. Alors il se trouve que tout à l'heure, je vais rencontrer la présidente de ce pays, Claudia Sheinbaum, qui a été élue très récemment et qui dorénavant est la présidente, ce qui est un événement extraordinaire ici. C'est la première femme présidente de ce pays. Et puis c'est une femme du même parti que celui du président précédent, Andrés Manuel López Obrador, et qui a terminé son mandat avec 60% de gens satisfaits, et elle le commence, et elle a 80% de gens satisfaits, qui pensent qu'elle fait bien le boulot. Alors, il faut s'imaginer ce que ça représente, hein. Ça va faire rêver du monde, des chiffres pareils, mais pour obtenir un tel degré d'accord avec son propre peuple, eh ben, il faut faire la politique qui correspond à ce que ce peuple attend, et pas le contraire, en prétendant le dresser, comme le fait M. Macron avec le peuple français. Alors, Claudia Sheinbaum, elle a pris toute une série de mesures sociales. Je ne vais pas les énumérer, parce que je veux mettre vraiment la lumière sur un point, surtout en Amérique latine, particulièrement important. C'est que Claudia Sheinbaum, elle préside un pays qui est laïque, hein, et qui l'est vraiment, pas pour faire semblant, où l'Église et l'État sont réellement séparés. Assez comparable avec la situation française, c'est-à-dire qu'ici, la majorité absolue, totale de la population est d'origine de culture catholique. Mais les deux sont bien séparés pour la raison que l'Église a été une ennemie absolue du passage à l'État républicain, un peu comme chez nous, où elle a continué à s'opposer à la République jusqu'à 1920. Il faut se souvenir qu'en France, en 1906, l'Église continue à condamner le suffrage universel au motif qu'il ne peut pas y avoir de volonté plus puissante que celle de Dieu, et certainement pas celle du peuple, c'est-à-dire le mélange complet entre deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc cette similitude doit nous faire réfléchir et regarder attentivement la façon avec laquelle un pouvoir politique peut décider des choses qui ne vont pas de soi dans une ambiance culturellement majoritaire supposée hostile, à savoir le catholicisme. Ce n'est pas le cas. Parmi les premières mesures du nouveau gouvernement de gauche d'Andrés Manuel López Obrador, il y a eu la décision de constitutionnaliser l'interdiction de punir l'interruption volontaire de grossesse, l'interdiction de criminaliser l'IVG, ceux qui la subissent et ceux qui la pratiquent sur le plan professionnel. Voilà, c'était ici quelque chose d'énorme compte tenu de ce qu'est la culture ambiante, compte tenu de ce qu'est la force et la puissance des arguments de ceux qui s'y opposent. Et il y a eu ici un débat, bien sûr. Mais à la fin, la décision a été prise. Et personne ne propose de revenir dessus. Car chaque personne, ne l'oublions jamais, personne n'est obligé d'avorter. Chaque personne, à propos d'IVG, est confrontée à soi-même, à l'idée qu'il se fait de qui elle est, de ce qu'elle va faire, de ce qu'elle veut. Et en toute liberté, morale, philosophique, personnelle, prend sa décision. C'est la liberté qui nous importe. C'est l'extension de son territoire. Voilà ce qui compte pour nous. Parce que c'est le point de passage vers l'égalité. Il n'y en a pas d'autre. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire sur ce continent et dans ce pays en particulier pour les raisons que je viens d'énoncer. Et bien sûr, il y a eu un débat avec ici et là des temps un peu vifs, mais ce n'est pas ça qui l'a emporté. Ce qui l'a emporté, c'est l'idée que c'était justice, et en particulier justice pour les femmes. Bien sûr pour les couples, mais pour les femmes d'abord, qui ont à connaître un taux de mort, de décès, lié à l'avortement clandestin que tout le monde connaît. Par conséquent, refuser la légalisation de l'avortement, c'est condamner à mort des milliers de ses propres compatriotes. Alors, je l'évoque parce que nous, en France, les Insoumis, nous avons la fierté que notre présidente de groupe à l'Assemblée nationale est celle qui a déposé la proposition de loi de constitutionnalisation de l'avortement et qui est une procédure qui a été jusqu'au bout parce que validée précédemment par le Sénat. Et puis, le Congrès du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale plus le Sénat, l'ont adopté, si bien que ce droit est devenu un droit constitutionnel en France. C'est une immense décision parce qu'elle instaure la liberté et la maîtrise sur soi des femmes. C'est elles qui décident, non leur mari, non leur famille, elles qui décident personnellement de ce qu'elles feront ou ne feront pas. Et c'est cette immense liberté qui établit la dignité de la personne humaine, disposée de soi, qui a été dès lors inscrite dans la Constitution française, et ici, en disant qu'il est interdit de pénaliser l'interruption volontaire de grossesse.
Souvent, les hommes négligent la compréhension de ce que cela représente dans la vie d'une société. Mais c'est sans doute la première mesure qui nous rapproche de l'égalité à laquelle, à la fin, nous aboutirons. Égalité sociale, égalité des droits, égalité de représentation, égalité d'accès au métier, etc., etc. Reconnaissance des efforts qui sont consentis dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie domestique. Cette égalité complète, elle passe par la conquête de liberté l'une à côté de l'autre, formant au total une nouvelle condition humaine. Et voyez-vous, j'estime de mon côté que cette transformation qui s'est faite depuis l'autorisation de l'usage des contraceptifs en France jusqu'à l'interruption volontaire de grossesse constitutionnalisée, eh bien cela change fondamentalement la condition humaine des femmes. Et c'est en quelque sorte une nouvelle France qui jaillit de là. Eh bien, ça vaut ici et ça vaut dans le monde. Que s'est-il passé? C'est en Amérique du Sud que, contre un féminicide en Argentine, aussitôt s'est levé un mouvement populaire, profond, de milliers de femmes, centaines de milliers de femmes descendant dans les rues et décidant de faire des grèves féministes, c'est-à-dire des grèves concernant la condition des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les femmes qui font ces grèves, ou qu'il y a qu'elles qui interviennent, mais ça veut dire qu'on prend acte du fait que la condition féminine, après des millénaires de patriarcat, soulève une série de problèmes qui n'ont pas été réglés et qui doivent l'être par l'action politique si l'on veut vraiment être une république unie et indivisible composée de citoyens strictement égaux entre eux, femmes et hommes. Voilà comment cette vague venue d'Amérique latine a ensuite déferlé sur tout ce continent. Souvenons-nous des immenses manifestations au Chili en 2018 et est passé en Europe ensuite. Ce fut le cas d'abord et principalement en Espagne, pour la raison simple à comprendre qu'ils parlent la même langue. Par conséquent, ce qui se passait en Amérique du Sud était bien connu en Espagne et cela a provoqué une déferlante qui, à mes yeux, ne fait que commencer. Car véritablement, la Nouvelle-France, ça n'aura de sens pour nous, à l'image de ce Mexique, qu'à partir du moment où on aura été au bout de ce que ça signifie sur le plan social et sur le plan culturel, que la relation des femmes avec les institutions politiques de leur pays. Ici, ça a changé, c'est une femme qui préside et à peine commence-t-elle à présider qu'elle a déjà 80% d'approbation.